Bonjour à tous. Merci à tous ceux qui sont présents. Ce webinaire a eu un joli succès et je suis persuadé que ceux qui participent seront absolument ravis à la fin de la réunion, puisque le thème qu'on aborde est un thème plus que d'actualité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mabo Daguigui, je suis le président de l'association Juridim et surtout aujourd'hui, je suis le secrétaire de l'association française du droit de la construction et de l'immobilier. Et donc, mon rôle de secrétaire, c'est de mettre en place cette réunion et je n'interviendrai pas après. Nous avions évoqué lors d'une réunion organisée par la FDCI et Juridim en juillet dernier le ZAN ou le ZAN, les zones d'artificialisation nette, de zéro artificialisation nette, le zéro artificialisation nette contenu dans la loi qui est sortie au mois d'août, dont on parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se concentrer, nos intervenants vont se concentrer sur l'aspect bâtiment, construction de la loi. Donc, on va avoir Madame Gwenaëlle Durand-Pasquier, professeure à l'Université de Paris 1, qui va nous parler de la performance énergétique et une nouvelle formule dans la loi climat et résilience. Monsieur Vivien Zalewski, qui est maître de conférence à Toulouse Capitole, va nous parler du carnet d'information du logement et de la gestion des matériaux et des déchets après la loi climat et résilience. Sujet qui va vraiment concerner tout le monde. Le professeur Poumared, professeur à l'Université de Toulouse-Capitole, va nous parler de l'impact de la loi sur les copropriétés. Et enfin, monsieur Hugues Perrinet-Marquet, président de la FDCI, va nous parler d'une curiosité, enfin c'est comme ça que je l'appelle, je ne sais pas s'il lui dira la même chose, de la loi climat et résilience sur le droit de surplomb. Et il finira ce webinaire par des propos conclusifs. Je passe immédiatement la main à Madame Gwenaëlle Durand-Pasquier et je vais essayer de passer ces slides en essayant de réussir cette… voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Gwenaëlle, on ne vous entend pas. Voilà. Pardon. Quelques petits soucis techniques ce matin. Bonjour à tous, je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui pour évoquer effectivement la loi climat et résilience dans ses aspects de droit de la construction, de droit privé de la construction. Alors, merci tout d'abord à Mahmoud Hadjidi et puis à Hugues Perrinet-Marquet de m'avoir convié à cette présentation. Il a fallu choisir avec mes collègues les différentes thématiques. Et donc, je vais commencer par évoquer le double régime de renforcement de la performance énergétique des bâtiments professionnels et des logements. Alors, de quoi s'agit-il? On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, effectivement, la loi climat et résilience, c'est une loi qui se fonde sur des ferments un petit peu singuliers, hein, puisqu'elle est issue originairement du fameux grand débat national et donc d'un souhait des Français d'une écologie plus juste, transition écologique plus juste, mais également et surtout des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, voilà, c'est une loi à nouveau extrêmement longue, une loi fleuve, avec des dispositions très éclatées. Et concernant les dispositions relatives aux bâtiments, on a effectivement des dispositions qui essaiment, même on va le voir dans plusieurs titres. Alors, pour pouvoir présenter les choses de manière un petit peu organisée, on peut effectivement essayer d'envisager le fait que certaines dispositions vont concerner les logements, et ça va aller bien au-delà de mon exposé. L'objectif vise alors surtout la rénovation des logements, avec deux viatiques. Atteindre la neutralité carbone, c'est le souhait, effectivement, du gouvernement et des législateurs successifs par ailleurs, hein, d'ici 2050, et puis disposer de logements décents, c'est-à-dire de logements dans lesquels on n'a pas froid l'hiver, ni trop chaud l'été.
Au plan légistique, les dispositions relatives au logement se situent à peu près toutes pour les logements existants dans le titre de la loi, titre 5, qui est intitulé « Se loger ». D'autres dispositions, néanmoins, concernent des bâtiments hors logement, que j'ai appelés, parce que ça ne correspond pas à une catégorie harmonieuse, les bâtiments professionnels. Et là, sur les bâtiments professionnels, les objectifs sont un petit peu différents, puisqu'ils visent, bien entendu, à éviter l'excès de consommation énergétique à partir de ces bâtiments, mais aussi à se servir de ces bâtiments pour développer les énergies renouvelables. Et donc là, singulièrement, au plan légistique, nous avons des dispositions qui sont encore un peu plus égrenées, un peu plus éclatées, et qui vont notamment, pour certaines, dont une que je vais étudier, se situer dans le titre 3 de la loi qui est intitulé « Produire et travailler ». Donc des choses qui sont effectivement non regroupées en quelque sorte. Alors, on va travailler sur des morceaux choisis ce matin avec ces deux optiques, les bâtiments professionnels et puis les bâtiments à usage de logement. Donc sur les bâtiments professionnels, 2 points, et on va pouvoir passer à la slide suivante. Voilà, 2 points qui montrent un petit peu la singularité du traitement effectivement des exigences en termes de performance énergétique de ces bâtiments. Alors depuis longtemps, ce que j'ai mis dans la diapositive, on le voit apparaître dès la loi Grenelle, les législateurs successifs tentent de jouer avec la valeur verte des bâtiments et notamment des bâtiments professionnels à construire en soumettant ces bâtiments à des obligations sensiblement distinctes de celles du logement. Mais la réglementation, et c'est peut-être quelque chose qui a été raté par la loi climat et résilience, laisse encore une impression peu harmonieuse, puisque au travers de cette dénomination générique que j'ai appelée bâtiment professionnel, on va voir qu'en réalité, on a des dispositions de droit spécial qui vont s'appliquer selon des critères qui sont extrêmement disparates. Alors, 2 points sur lesquels effectivement la loi de résilience va intervenir. Le premier point, c'est celui-là, c'est celui de l'extension de l'obligation de végétalisation ou d'installation d'un dispositif d'énergie renouvelable en toiture de certains bâtiments. Alors, où est-on actuellement? Et puis on verra tout à l'heure, où va-t-on demain? Actuellement, on a des obligations qui existent déjà et qui sont codifiées à l'article L111, indice 18, indice 1 du Code de l'urbanisme. Le texte est issu de la loi dite biodiversité de 2016 et il a été modifié par la suite par la loi dite climat et énergie de 2019. Alors, l'obligation, pour résumer, consiste à rendre obligatoire la mise en place d'un dispositif d'énergie renouvelable ou d'un dispositif de végétalisation en toiture ou sur ombrière lorsque l'on construit, pour l'instant c'est le cas uniquement pour la construction, une liste de bâtiments professionnels, alors qui assez curieusement est définie par référence aux bâtiments soumis aux autorisations d'exploitation commerciale, c'est-à-dire les magasins de commerce de détail, pour résumer. Et uniquement lorsque les travaux consistent à créer une emprise au sol de plus de 1000 m². Voilà. Donc, c'est assez circonscrit, uniquement les bâtiments soumis à EC, pour des travaux importants qui créent une emprise au sol de plus de 1000 m². En revanche, il n'y a aucune exception. Et nous avons une obligation de végétalisation ou d'installation de panneaux photovoltaïques ou solaires à hauteur de 30% de la toiture ou de l'ombrière. Lors de la discussion qui a donné lieu, qui s'est inscrite dans la Convention citoyenne pour le climat, la volonté s'est exprimée assez curieusement des citoyens d'étendre le dispositif dès la création de 300 m² d'emprise au sol, ce qui correspond effectivement à des petites surfaces commerciales. Aussi, les travaux préparatoires de la loi climat et résilience montrent qu'il y a eu quand même un recul. La proposition n'a pas été intégralement reprise. C'était trop lourd pour les petites surfaces commerciales. Alors, quid des nouveautés portées par la loi? On va pouvoir passer au nouveau dispositif. Alors, ces nouveautés s'expriment, là aussi, à mon sens, un peu un raté quand même, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, l'idée était au départ intéressante. Il s'agit d'abroger les dispositions actuelles qui figurent dans le Code de l'urbanisme à partir du 1er juillet 2023 pour les recentrer dans le CCH, dont on sait qu'il a été recodifié effectivement au 1er juillet de cette année. Donc l'article 1111
indice 18, indice 1 du Code de l'urbanisme sera abrogé au 1er juillet 2023 pour être remplacé par l'article L171, indice 4 du Code de la construction et de l'habitation. Néanmoins, au cours des discussions, il y a d'autres travaux qui ont été visés par cette obligation de végétalisation ou d'installation de dispositifs d'énergie renouvelable. Et là, c'est les autres travaux qui concernent ceux consistant à créer un parc de stationnement non couvert ouvert au public, eh bien, se voient effectivement régis à nouveau par le Code de l'urbanisme, donc à l'article L111, indice 19, indice 1. Donc, tout n'a pas été recentré finalement dans le CCH, hélas. Alors, sur le fond, voyons effectivement où est-ce que, quels sont les nouveaux dispositifs, avec deux éléments, une extension considérable des bâtiments et des travaux concernés par l'obligation qui existe actuellement, et puis l'ajout d'une obligation similaire pour les parcs de stationnement. On va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, les travaux concernés par l'obligation actuelle, on a vu que c'était uniquement les bâtiments et la construction de bâtiments soumis à AEC. Avec toujours cet élément, moi, qui m'a toujours paru un petit peu curieux, c'est qu'à la fois, on se réfère aux magasins de commerce de détail et donc aux critères de l'AEC, qui n'est pas un critère d'emprise au sol, mais pour la végétalisation, c'est bien l'autorisation d'urbanisme, c'est-à-dire l'emprise au sol, qui va jouer. Au 1er juillet 2023, premier objectif, décorréler effectivement l'obligation de la référence aux bâtiments soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Donc, vont être concernés, en résumé, plus de bâtiments, plus de travaux et des seuils différents. Quant aux bâtiments, sont concernés désormais tous les magasins de commerce de détail, plus le commerce de gros, plus les bâtiments ou les parties de bâtiments à usage de bureaux. Quant aux travaux, les travaux de construction sont toujours concernés, mais également seront concernés les travaux de rénovation lourde et les extensions. Par ailleurs, quant au seuil, alors on a un seuil qui est distinct. Le seuil est rabaissé par rapport à l'exigence actuelle, puisque l'obligation de végétalisation ou d'installation de panneaux solaires s'imposera dès que l'on crée 500 m² d'emprise au sol, sauf pour les bureaux, pour lesquels, nouvellement concernés par l'obligation, pour lequel le seuil restera à 1000 m² d'emprise au sol. Donc, une extension assez sensible, néanmoins des dérogations qui n'existaient pas. Alors, des dérogations qui vont effectivement permettre d'assouplir assez sensiblement les choses là aussi, puisqu'on nous dit dans le texte de la loi que si pour des contraintes techniques de sécurité ou architecturales, d'une part, ou si pour des contraintes de coût, cela n'est pas possible ou c'est économiquement pas acceptable de végétaliser ou de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toitures ou les ombrières, eh bien, il pourra y avoir des dérogations. Ces dérogations, là aussi, c'est assez symptomatique, relèveront, puisqu'on est dans l'autorisation d'urbanisme, de l'autorité compétente en matière d'urbanisme. Néanmoins, la loi prévoit quand même un décret pour définir plus précisément les critères effectivement, de dérogation. Et donc, j'ai noté, en revanche, on est toujours à 30% de la surface créée qui devra effectivement être végétalisée ou dotée de panneaux solaires. On va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, au-delà de l'extension des bâtiments concernés, on a effectivement de nouveaux travaux qui vont être visés par une obligation de mettre en place un dispositif d'installation d'énergie renouvelable. Quels sont ces travaux? Eh bien, ce sont les travaux de création de parcs de stationnement. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, la nouveauté est insérée dans le Code de l'urbanisme qui vise deux types de travaux, effectivement, concernés par les nouvelles exigences. Les parcs de stationnement extérieur de plus de 500 m² associés au bâtiment que l'on vient de voir. Et puis ensuite, tous les autres parcs de stationnement extérieurs, et cette fois ouverts au public, de plus de 500 m². Lorsque l'on sera effectivement face à ce type de création, à partir du 1er juillet 2023, 3 catégories d'exigences que vous voyez dans le slide s'appliquent. Donc, il y a une exigence en termes de surface au sol, pour éviter effectivement qu'il y ait une trop grande imperméabilité du sol. Donc, il va falloir faire en sorte que le sol soit perméable. Des travaux qui doivent intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières
à hauteur au moins de la moitié du nouveau parc de stationnement. Et puis, s'il y a des ombrières, mais a priori, si on n'a pas choisi la végétalisation, ce sera l'ombrière, eh bien, la totalité de ces ombrières devra être dotée d'un outil de production d'énergie renouvelable. Là aussi, à noter, hein, 2 dérogations qui sont tout à fait similaires, les contraintes techniques de sécurité ou architecturales ou patrimoniales, d'une part, et puis, dans une approche économique du droit quand même, les conditions économiques acceptables pour mettre en place ces points. Alors, c'est assez technique, je vais un petit peu vite peut-être, mais voilà, pour avoir quelques réflexions, bon, c'est autant de nouvelles données, bien sûr, apportées au projet. C'est une réglementation qui, comme je viens de le présenter, est une réglementation qui me semble encore par trop éclatée. Les exceptions sont un peu précises en réalité, donc on a des dérogations qui vont permettre des aménagements, mais c'est peut-être souhaitable pour des questions d'adaptation. Ça va poser aussi tout un ensemble de questions relatives au montage, puisque cette obligation de doter les toitures aujourd'hui de dispositifs d'énergie renouvelable, on voit qu'elle a conduit à une évolution, à mon sens, quand même, des montages, puisque là où on utilisait beaucoup les volumes hein, pour mettre en place le développement de panneaux photovoltaïques notamment, on a vu se développer des baux classiques avec des clauses de renonciation à l'accession, donc qui vont sans doute, qui sont plus simples effectivement et moins onéreux à mettre en place, mais qui posent à mon sens un certain nombre de problèmes du point de vue de l'opposabilité quand même de cette clause de renonciation à l'accession. Donc, un certain nombre de questions qui vont pouvoir émerger à mon sens sur ces points-là. Également un nouvel outil hein, dans la réforme du droit des sûretés, il y a un outil qui est tout à fait adapté pour ces dispositifs d'énergie renouvelable en toiture qui permettra effectivement de garantir le financement. C'est cette fameuse gage sur meubles destiné à devenir immeuble par destination, qui est un outil tout à fait novateur, qui est proposé par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et qui, je pense, pourra trouver effectivement un terrain d'élection dans le type de mise en pratique des obligations que l'on vient de voir. Donc ça, c'est premier point sur les bâtiments professionnels. Alors, il y a un second point sur les bâtiments professionnels, sur lequel je vais aller un petit peu plus rapidement, c'est une extension du champ d'application du fameux décret tertiaire. Alors, je ne reviens pas sur le décret tertiaire, hein, qui a connu toute une épopée législative, qui nous vient des lois Grenelle, avec des textes d'application qui ont été annulés en Conseil d'État parce qu'ils étaient économiquement pas acceptables, en fait, tout simplement. Les délais étaient beaucoup trop courts. Dispositif relancé par la loi Elan et qui est finalement entré en vigueur hein, avec le fameux décret tertiaire du 23 juillet 2019 et ses arrêtés d'application. Ceci jusqu'à ce que l'ADEME nous explique en début d'été que eh bien, finalement, la collection des données sur la fameuse plateforme Opérate n'était pas encore complètement envisageable. Et donc, on a eu un délai supplémentaire pour collecter, pour que les propriétaires et les preneurs d'ailleurs hein, de ces bâtiments, les exploitants, collectent les données et les reportent annuellement sur la fameuse plateforme de l'ADEME. Donc, l'objectif du décret tertiaire n'a pas changé avec la loi climat et résilience. On a toujours les mêmes obligations, les mêmes objectifs, c'est-à-dire la mise en place de comportements vertueux ou de travaux, puisqu'il n'y aura pas que des travaux, qui permettent de conduire à des économies drastiques en termes de consommation d'énergie, moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050, par rapport à une année de référence. Ça, c'est important, année de référence sur les consommations du bâtiment qui ne peut pas être antérieure à 2010. Si on a des bâtiments qui ont déjà été construits comme étant vertueux, on a un objectif qui est fixé en valeur absolue. Alors, qu'est-ce qui change avec la loi résilience, climat et résilience? Ce qui change, c'est que jusque-là, quand on lit le texte, on ne voit pas le changement en fait, hein, c'est vraiment 2-3 mots en fait du texte qui évolue. En réalité, le décret tertiaire, les obligations nées du décret tertiaire, telles qu'elles étaient fixées par la loi Elan, ne visaient que les bâtiments existants au jour de la promulgation de la loi, c'est-à-dire au jour de la promulgation de la loi Elan. Désormais, ce qui change, c'est que c'est la mention tout bâtiment existant
tout bâtiment existant relevant du décret tertiaire, hein, bien sûr, qui effectivement sont concernés. Ce qui fait que les bâtiments relevant du décret tertiaire qui ont été construits après la loi Elan, eh bien, intègrent le champ d'application des obligations du décret tertiaire. Alors, on ne voit pas comment sur ces bâtiments qui sont soumis à minima à la RT 2012, hein, puisque la RT 2012 est entrée en vigueur en 2013. Donc, on ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait avoir moins 40% en 2030, moins 50% en 2040. On a déjà des bâtiments qui ont une valeur verte assez importante. Donc, ce sera sans doute effectivement en termes de valeur absolue qu'il faudra envisager, même pour ces bâtiments très récents, eh bien, des économies d'énergie. Donc, s'agissant des bâtiments professionnels, des choses effectivement d'ores et déjà tout à fait précises mais éclatées. S'agissant à présent des logements, puisque toute une partie de la loi effectivement vise les logements existants. Alors, s'agissant des logements, je vais me concentrer sur quelques points, mais peut-être après une introduction rapide qu'on va voir figurer dans la slide suivante. Puisque la loi du 22 août 2022, c'est 2021, pardon, hein, regorge effectivement de mesures destinées à encourager la rénovation des logements. Alors, parmi ces mesures, on ne peut pas toutes les évoquer ce matin, il y a encore des évolutions du DPE. Donc, on sait qu'on a un nouveau DPE depuis le 1er juillet 2021 qui connaît quelques ratés d'ailleurs sur les bâtiments anciens d'avant 75 depuis le 1er juillet 2021 avec une annonce du ministère encore hier. Il y a de nouvelles données qui intègrent le DPE avec la loi résilience et notamment les données d'aération et de ventilation. On a ensuite toute une série de textes de lutte contre les passoires thermiques avec 2 leviers de lutte contre les passoires thermiques. Le premier levier, c'est de jouer sur les baux, c'est-à-dire les propriétaires bailleurs, les biens loués, avec dans la loi une évolution du critère de décence qui est alors drastique, hein, puisque certains biens qui aujourd'hui sont considérés comme décents ne le seront plus dans un horizon relativement proche, dès lors qu'ils n'atteignent pas, effectivement, eh bien, une lettre, on va voir tout à l'heure laquelle, donc une lettre, effectivement, de classement énergétique. Il y a des mentions particulières pour parvenir à cette amélioration énergétique des logements à partir dans les baux donc, et dans les ventes à partir du 1er janvier 2022. Et puis, il y a une exclusion de toute évolution des loyers, alors à l'occasion d'un renouvellement comme en cours de bail, hein, même à hauteur de l'indice IRL pour tous les biens FAG, et ceci pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 24 août 2022. Deuxième levier, les ventes, puisqu'effectivement, à l'occasion des ventes, eh bien, il va y avoir pour les biens les plus énergivores, F ou G, des mentions à prévoir dans les publicités ainsi que dans les actes. Alors, il y a bien d'autres éléments, mais qui vont être évoqués par mes collègues, le carnet d'information sur les logements et des mesures relatives, très importantes, aux copropriétés. Et puis, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est eh bien, une classification des logements. Alors, je propose de prendre la slide suivante. J'ai essayé de présenter un petit peu les choses. Donc, l'objectif d'un certain nombre de dispositions de la loi, c'est de mettre en place une réglementation méthodique avec 3 séries d'outils. Le premier outil, consiste à consacrer dans une disposition législative la classification des logements qui vont connaître de mentions correspondant à une lettre, très performants, enfin, extrêmement performants, à extrêmement peu performants. Le second outil, c'est la définition juridique de nouvelles notions juridiques que sont les travaux de rénovation performantes. L'objectif, c'est de fixer par la suite les différentes aides et subventions à la rénovation des logements, tout à la fois sur le classement et sur ces définitions nouvelles qui vont intégrer le Code de la construction et de l'habitation. Et puis en dernier lieu, dernier outil pour être efficace, eh bien c'est un outil d'évaluation avant travaux des performances des logements existants avec 2 séries effectivement d'outils différents. Alors voyons ces 3 catégories de techniques. La première, c'est le classement des logements. Je vous présente tout simplement le tableau qui a été intégré désormais au Code de la construction et de l'habitation. Vous avez ce nouvel article L 171 indice 1 indice 1 qui classe les logements en différentes catégories. A, c'est extrêmement performant. G, c'est extrêmement peu performant. Et D, c'est assez peu performant. En principe, on se considère que D ne correspond pas à de la passoire thermique, même si
un certain nombre de bâtiments D vont passer sous le crible, on va le voir, de certaines exigences. Deuxième outil, de nouvelles notions juridiques. Alors, j'évoquais tout à l'heure, le Code de la construction et de l'habitation suite à l'ordonnance ESSOC 2 a été modifié et nous avons dans le nouvel article L111-1 un certain nombre de définitions, dont la définition de travaux de rénovation. Avec la loi climat et résilience, on a deux nouvelles définitions qui intègrent ce texte au point 17 bis de ces textes, à savoir la définition de ce qu'est une rénovation performante et ensuite la définition de ce qu'est une rénovation performante globale. Premier point, la rénovation performante. Alors, on peut passer à la slide suivante puisque j'ai essayé de l'expliciter. Voilà. Alors, la rénovation performante au sens juridique, ça correspondra à des travaux qui seront donc éligibles évidemment à des aides dès lors qu'ils qu'ils vérifieront plusieurs critères, à savoir permettront d'assurer dans des conditions satisfaisantes le renouvellement de l'air. On a beaucoup de choses dans la loi climat et résilience sur l'aération, la ventilation. Et puis d'autre part, ces travaux devront respecter des conditions cumulatives, à savoir amener le bâtiment ou la partie de bâtiment en classe A ou B, ce qui est très fort, et prendre en compte 6 postes de travaux. Il y a néanmoins 2 cas d'extension, si vous voulez, qui permettront à des travaux qui ne vérifient pas ces critères de pouvoir entrer dans la qualification de rénovation performante. 2 cas. Le premier cas vise des bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, rendent complexe, voire impossible, d'atteindre la classe B. Et dans cette hypothèse, la rénovation sera qualifiée de performante si les travaux permettent un gain d'au moins 2 classes. D'où effectivement la corrélation, cette fois très cohérente avec le classement. Deuxième extension, ce sont pour les bâtiments les moins bien classés, les plus énergivores, F ou G. Alors dans cette hypothèse, pour ne pas décourager les propriétaires et leur permettre d'avoir accès à ces fameuses aides sur lesquelles qui vont s'appuyer sur ces critères, eh bien, on aura une rénovation dite performante si les travaux atteignent la classe C et s'ils ont conduit à intervenir sur les 6 postes de travaux que l'on avait vus. Donc, ça, ce sont les critères législatifs. On attend un décret en Conseil d'État pour préciser un petit peu leur contenu. À côté de cette rénovation performante, la notion de rénovation performante globale. Alors, pour l'instant, dans les débats parlementaires, on a moins d'informations sur le pourquoi de cette approche globale. Il me semble que cette approche globale, elle vise effectivement à appréhender ce qui a toujours été le cas dans les travaux de rénovation énergétique, les bouquets de travaux. Et pour qu'on ait un bouquet de travaux, il faut qu'on ait un ensemble de travaux qui soient faits de manière cohérente, c'est-à-dire envisagés dès le départ comme un bouquet et donc effectués en peu de temps. Et donc la rénovation performante globale, c'est la rénovation performante qui va être faite dans un délai circonscrit. Le délai circonscrit est fixé par la loi, alors de manière tout à fait cohérente en distinguant 2 hypothèses. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui sont monopropriétés, 18 mois. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation qui sont effectivement en propriété collective, eh bien, le délai sera de 24 mois. Mais là aussi, on attend un décret en Conseil d'État. Donc, un cadre, effectivement, avec un classement, des nouvelles définitions juridiques sur lesquelles viendront s'appuyer les différentes aides et subventions dorénavant, et 2 nouveaux outils. Alors, 2 nouveaux outils qui sont des outils d'évaluation. Alors, c'est un petit peu complexe de présenter ces outils aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certains de ces outils existaient déjà dans la lettre, puisqu'ils n'étaient pas entrés en vigueur, de la loi dite Énergie et Climat de 2019, qui avait déjà prévu des audits en plus du DPE pour les biens F ou G, donc à l'occasion des biens F ou G. Alors, la loi Climat et Résilience revient sur la loi Énergie et Climat, mais pour des raisons pertinentes. L'idée, c'est de faire des évaluations distinctes dans ce que l'on appelle les monopropriétés. Alors, il peut y avoir un seul logement ou plusieurs, mais qui n'appartiennent qu'à un seul propriétaire, qui donc est en capacité de gérer le bâtiment seul. Et puis les copropriétés,
pour lesquels, effectivement, le simple copropriétaire d'un lot de copropriété a moins de mainmise sur des travaux qui, nécessairement, devront toucher l'enveloppe globale. De là, 2 évolutions. Tout d'abord, pour les immeubles relevant du statut de la copropriété, et je laisserai la parole à Mathieu Poumaret là-dessus, alors qu'était exigé, en principe, avec la loi énergie et climat, la réalisation d'audits énergétiques, ces audits disparaissent avec la loi climat et résilience. Il y aura simplement des DPE à fournir au moment de la vente, et puis, Mathieu Poumaret le verra, un DPE collectif qui va être obligatoire pour certains biens hors vente, en fait. Pour les bâtiments, les logements isolés ou les logements détenus par un seul propriétaire, c'est un nouvel outil qui va permettre effectivement d'évaluer les biens. Ce nouvel outil, c'est l'audit énergétique. Alors, c'est un audit énergétique nouvelle formule, puisque nous avons actuellement un projet d'arrêté qui est en consultation libre sur le site du ministère. Et cet audit ne sera pas requis à une date fixe, à une date calendaire. En fait, l'audit sera requis à l'occasion d'une vente. Mais ceci de manière très renforcée, puisque vont être concernés non seulement, donc par cette obligation d'audit, non seulement les biens qui sont effectivement des passoires énergétiques, mais également des biens finalement qui relèvent d'une classe assez peu performante, mais qu'on n'avait pas l'habitude de classer parmi les passoires thermiques. Donc l'audit, comme vous le voyez, est requis selon un calendrier progressif, 1er janvier 2022 pour les logements F ou G, 1er janvier 2025 pour les logements classe E et 1er janvier 2034 pour les logements classe D. Il n'est requis qu'à l'occasion de la vente. Ce sera un nouveau document à annexer donc, au DTT. Donc l'article L271-1 a été modifié. L'idée de l'audit, c'est vraiment de prévoir des travaux avec un parcours cohérent de travaux, c'est-à-dire d'avoir des étapes. Première étape, c'est au moins atteindre la classe E, étape intermédiaire, atteindre la classe C, et finalement, sauf contrainte particulière, dernière étape, c'est minimum la classe B, puisque l'objectif, effectivement, du législateur, c'est d'atteindre effectivement le bas carbone à l'horizon 2050, et donc en gros la classe B également à l'horizon 2050. Voilà pour la présentation peut-être un petit peu technique de ce que l'on pouvait faire pour introduire cette loi qui reste assez éclatée en fait dans ses dispositions. Je pense que une des problématiques, c'est alors sur le logement, c'est un petit peu mieux fait, mais sur les bâtiments professionnels, c'est que ne relève pas, certains bâtiments vont relever à la fois du décret tertiaire et de la végétalisation, mais certains que du décret tertiaire et certains que de la végétalisation. Donc finalement, on a un régime qui est encore très très loin, à mon sens, d'être harmonieux. Madame Durand-Pasquier, merci beaucoup. Il y a une question très pertinente qui est posée. Lorsque vous parlez de l'obligation pour 500 mètres carrés de commerce, c'est rare que ces 500 mètres carrés soient conçus sur un terrain tout seul. Ils sont en pied d'immeuble. Supposons donc un immeuble de logement. Il y a 500 mètres carrés de commerce en pied d'immeuble de logement. Est-ce que les obligations qui étaient prévues dans la première partie de votre exposé vont s'appliquer à ce logement, à ces logements, enfin à cet immeuble? Alors, si c'est des commerces, il ne me semble pas. Je vais me replonger parce que c'est vrai que le texte a été remanié de manière assez sensible. Mais si ce sont des commerces, si ce sont des immeubles mixtes, il ne me semble pas que cela s'applique. Je vais vérifier le temps, puis je répondrai. Je vais me replonger dans le texte que je n'ai pas sous les yeux et je répondrai peut-être de manière plus précise postérieurement. Mais effectivement, on est soumis à AEC dans ces cas-là, à l'autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'on a plusieurs commerces en pied d'immeuble, dès lors que ça constitue un ensemble commercial. Mais il ne me semble pas que le texte vise les immeubles mixtes. Je vais néanmoins aller vérifier pour apporter une réponse plus précise. Merci beaucoup. Et donc, c'est Monsieur Zalewski. Alors, je vous remercie. Donc, il me revient de parler sur 3 articles de la loi climat et résilience. Le premier, c'est l'article 167, donc, qui est relatif au carnet d'information du logement.
Le deuxième, c'est l'article 224 de la loi Climat et Résilience et l'article 225. Donc, je vais commencer par les deux derniers articles, à savoir les articles 224 et 225, et donc évoquer la question de l'économie circulaire et de la gestion des produits, des matériaux et des déchets. Alors, ces articles 224 et 225 de la loi Climat et Résilience sont directement inspirés de la Convention citoyenne sur le climat. La Convention, en effet, souhaitait que soit évalué le potentiel de réversibilité et d'évolution des bâtiments à travers deux axes. Le premier axe, c'est la réversibilité et l'évolution d'un bâtiment préalablement à sa démolition. Et le deuxième axe, c'est la réversibilité et l'évolution d'un bâtiment préalablement à sa construction, en envisageant donc dès le début du projet sa potentielle transformation future. Alors, les mesures présentes dans l'article 224 de la loi Climat et Résilience ont pour objectif principal de réduire le nombre de démolitions, donc qui sont très fortement génératrices de déchets, au profit de rénovations qui permettent d'utiliser l'existant plutôt que de construire des bâtiments neufs. Et donc, un tel objectif permet en outre d'atteindre un autre objectif, lutter contre l'artificialisation des sols, qui est également un objectif présent au sein de la loi Climat et Résilience. Alors, par ailleurs, lorsque la démolition ne peut être évitée, ce sont les produits, matériaux et déchets qu'il va falloir gérer, et cela le plus écologiquement possible, ce à quoi devrait contribuer l'obligation d'établir un diagnostic quant au traitement de ces produits, matériaux et déchets, donc prévus par l'article 225 de la loi Climat et Résilience. Deux temps sont donc envisagés par cette loi. Le premier apparaît dans l'article 224 et le second dans l'article 225. Alors, le premier temps, tout d'abord, la recherche de solutions permettant d'éviter la démolition. Alors, cette recherche de solutions pour éviter la démolition doit être conduite à deux moments différents. Premier moment, d'une part, dès avant la construction du bâtiment, et d'autre part, après sa construction, mais avant sa démolition. Et pour ce faire, deux études vont devoir être établies, et ce, à partir du 1er janvier 2023. Donc, il y a encore un peu de temps avant que ce soit obligatoire. Alors, tout d'abord, j'allais vous annoncer le plan, mais ce n'est pas nécessaire. Tout d'abord, une recherche dès avant la construction. Alors, cette recherche de solutions permettant d'éviter la démolition doit être effectuée dès avant la construction. Elle est prévue à nouvel article L122-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, et elle doit être faite préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment. On vise une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Alors, cette étude, elle est réalisée par un tiers. Alors, il était prévu initialement de réduire ces auteurs de ces études aux architectes, et puis finalement, cette restriction a été supprimée. Donc, aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas seulement les architectes qui pourront établir ces études, et pour ces tiers, pour les auteurs de ces études, un décret va venir préciser les compétences qui sont attendues de ces différents acteurs. Alors, cette étude, une fois établie, elle va devoir être transmise au maître de l'ouvrage, qui va devoir lui-même transmettre une attestation au service de l'État compétent dans le département, et cela avant le dépôt de la demande de permis de construire. Alors, on constate que l'ordre des opérations pourrait s'avérer ennuyeux pour les maîtres d'ouvrage qui vont devoir réaliser une étude pour un bâtiment déterminé pour lequel ils n'ont pas encore ni demandé ni obtenu une autorisation d'urbanisme. Alors, cette difficulté, elle a été relevée lors des débats parlementaires, mais pour autant, à partir du moment où c'était proposé par la Convention, les parlementaires n'ont pas souhaité supprimer cette obligation.
Alors, tous les bâtiments ne seront pas concernés, puisque là aussi, un décret doit venir préciser le champ d'application de cette obligation. Alors, on peut être étonné que le Conseil constitutionnel n'ait pas vu là une hypothèse d'incompétence négative. Alors ensuite, donc, après cette recherche dès avant la construction, il va y avoir une recherche après la construction, mais avant la démolition. Donc, après la construction, mais avant la démolition, l'article 224, toujours, de la loi Climat et Résilience, crée un article L126-35-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui impose, avant la démolition d'un bâtiment, la réalisation d'une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris sa surélévation. Alors, cette étude, elle va devoir être jointe au diagnostic dont je parlerai tout à l'heure de l'article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation, et donc chaque fois que l'étude conclut à la démolition de l'immeuble. On retrouve ainsi, à l'article L126-35-1 du Code de la construction et de l'habitation, une étude quasi similaire à celle de l'article L122-1-1. A priori, il est possible de considérer que l'une d'entre elles est inutile, puisqu'elles ont toutes les deux le même objet. Pour autant, il me semble qu'il n'en est rien. En effet, la première étude va permettre au maître de l'ouvrage de prendre en compte dès la conception de son projet les moyens permettant de faire évoluer celui-ci dans l'avenir, tandis que la seconde étude va permettre, plusieurs années après, au regard des techniques alors existantes, de déterminer si une telle évolution du bâtiment est envisageable. En outre, et dans un premier temps, les bâtiments existants ne feront l'objet, les bâtiments existants au 1er janvier 2023 ne feront l'objet que de cette seconde étude prévue par l'article L126-35-1 du Code de la construction et de l'habitation. Alors, pour conclure sur ces deux études, il doit être remarqué que ces deux textes ne sont pas visés à l'article L183-4 du Code de la construction et de l'habitation. Alors, l'article L183-4, c'est celui qui énonce les sanctions applicables lors de la violation des obligations prévues au livre 1 du Code de la construction et de l'habitation. Et donc, ils ne sont pas visés. Se pose donc la question des sanctions lorsque ces études ne seront pas effectuées, sachant que, par contre, lorsqu'il s'agit du diagnostic relatif à la gestion des produits, des matériaux et des déchets, donc prévu à l'article L126-34, eh bien cet article L126-34, il est bien, lui, présent à l'article L183-4, il est bien visé, donc l'absence de réalisation de ce diagnostic pourra être sanctionnée. Donc j'en viens maintenant au second temps. Donc le second temps, c'est lorsque finalement, eh bien, on ne peut pas maintenir le bâtiment, on ne peut pas le faire évoluer, et il ne reste plus qu'une seule solution, la démolition, ou, puisque c'est également envisagé par l'article L126-34, sa rénovation significative. Donc, qu'il s'agisse d'une démolition ou d'une rénovation significative du bâtiment, l'une ou l'autre vont conduire à la production de matériaux, de déchets dont il va falloir se préoccuper, sachant que l'idée, c'est de pouvoir les utiliser à nouveau. Alors, cette préoccupation relativement à la gestion des déchets n'est pas nouvelle, puisque la loi sur l'économie circulaire du 10 février 2020 avait déjà pris en considération cette question, et avant même cette loi existait l'obligation de réaliser un diagnostic déchets qui restait lettre morte faute de contrôle. Ainsi, pour permettre de gérer le plus efficacement cette démolition ou cette rénovation significative, l'article L126-34 impose au maître de l'ouvrage de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Alors, relativement
au contenu du dit article et de ce diagnostic, il faut souligner que l'ordonnance réformant le livre 1 du Code de la construction et de l'habitation avait conduit à l'abrogation de l'article L111-10-4 qui était déjà relatif à ce diagnostic. Il a donc fallu attendre la loi climat et résilience qui a embarqué ce que contenait le projet de ratification de l'ordonnance précitée pour que le contenu de l'ancien article L111-10-4 retrouve sa place au sein du Code de la construction et de l'habitation. Alors, il faut également remarquer que l'article 51 de la loi du 10 février 2020 est abrogé par l'article 225 de la loi climat et résilience. Alors, relativement au champ d'application de cette obligation d'établir un diagnostic, tous les bâtiments ne sont pas concernés par cette obligation. En effet, il résulte de l'article R126-8 du Code de la construction et de l'habitation que ne sont concernées les démolitions de bâtiments d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1000 m², et, quelle que soit leur surface, ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale, et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R 4411-6 du Code du travail. Alors, relativement à ces dispositions réglementaires, il faut remarquer qu'il n'y a pas encore eu de mise en concordance avec les dispositions législatives correspondantes, donc dans leur rédaction résultant de la loi climat et résilience. Ainsi, alors que l'article L126-34 vise la rénovation significative, qui n'est d'ailleurs pas définie par l'article L111-1 du CCH, eh bien, les dispositions réglementaires visent la réhabilitation. Et donc, se pose la question de l'harmonisation entre ces dispositions législatives et ces dispositions réglementaires. Alors, on peut remarquer par rapport aux études dont je vous ai parlé préalablement, et notamment celle qui doit être réalisée dès avant la construction du bâtiment, que le lien est également fait avec les autorisations d'urbanisme, puisque l'article R126-10 précise que ce diagnostic, eh bien, il doit être réalisé préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir, et lorsqu'il n'y a pas de nécessité d'avoir un tel dépôt, avant la conclusion des contrats conclus en vue de la démolition du bâtiment. Et donc, comme je vous l'ai dit, des sanctions sont prévues. Ici, l'article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation est bien visé à l'article L183-4. Et bien sûr, il faudra qu'il y ait un contrôle pour que ces sanctions puissent être appliquées. Alors voilà pour ces deux premiers articles. Le troisième article maintenant, c'est l'article 167 de la loi climat et résilience, donc qui remet en place un carnet, le carnet d'information du logement, qui vient compléter le diagnostic de performance énergétique, qui vient compléter l'audit énergétique, avec comme objectif de renseigner tout à la fois le propriétaire et l'acquéreur d'un logement sur la composition de ce logement, puisqu'on va trouver dans ce carnet d'informations différentes informations sur le dit logement. Alors, tout d'abord, première chose, l'article L126-35-2 du Code de la construction et de l'habitation crée l'obligation d'établir un carnet d'information du logement à deux périodes différentes. Donc, tout logement n'a pas nécessairement un carnet d'information établi. Il va y avoir donc obligation d'établir ce carnet lors de la construction, première chose, premier moment, et ensuite, deuxième moment, c'est lors de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.
Donc, on voit que si le logement ne fait pas l'objet d'une rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, eh bien, il n'aura pas de carnet d'information. Alors, cette obligation d'établir et de mettre à jour le carnet d'information du logement, eh bien, ne s'appliquera que pour la construction ou les travaux de rénovation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023. Et l'article L126-35-2 vous précise que s'il n'y a pas de nécessité d'obtenir une autorisation d'urbanisme, donc si on est sur une hypothèse de travaux de rénovation, eh bien dans ce cas-là, il va falloir prendre en compte soit la date d'acceptation du devis, soit en l'absence de devis, la date de début des travaux, donc toujours par référence au 1er janvier 2023. Alors, autre précision sur ce carnet d'information, qui est le créateur de ce carnet. Alors, l'article L126-35-5 répond à cette question en précisant eh bien, que c'est au propriétaire du logement qu'il revient de créer ce carnet et de le mettre à jour. Autrement dit, cette obligation n'incombe pas aux professionnels réalisant la construction, elle n'incombe pas aux professionnels réalisant une rénovation, ni d'ailleurs aux vendeurs d'un immeuble à construire ou d'un vendeur d'immeubles à rénover. Alors, ça ne signifie pas pour autant que ces professionnels n'ont aucune obligation en la matière. En effet, il est ensuite précisé que les personnes réputées constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, donc vous savez, c'est lorsqu'on détermine qui sont les débiteurs de la garantie décennale, eh bien que ces personnes réputées constructeurs ont l'obligation de transmettre, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d'information. Ainsi, le constructeur d'une maison individuelle, l'entrepreneur ayant réalisé des travaux de rénovation, eh bien, va devoir transmettre les éléments qui vont devoir figurer dans le carnet d'information au maître de l'ouvrage. Alors, le dernier alinéa de l'article L126-35-5 du Code de la construction et de l'habitation envisage ensuite l'hypothèse où le propriétaire n'est pas le maître de l'ouvrage. Alors, il en va ainsi, notamment lorsqu'est conclue une vente en l'état futur d'achèvement ou une vente d'immeuble à rénover. Vous le savez, c'est le vendeur qui va avoir les pouvoirs ou la qualité de maître de l'ouvrage. Eh bien, dans ces hypothèses, dans ces situations, les éléments qui vont devoir apparaître ensuite dans le carnet d'information du logement, eh bien, ces éléments vont devoir être transmis dans un premier temps au vendeur, et c'est le vendeur qui aura ensuite l'obligation de transmettre les éléments à l'acquéreur. Alors, c'est plutôt une bonne chose, à mon sens, que cette transmission s'effectue d'abord en faveur du vendeur, soit prévue en faveur du vendeur, puisque c'est le vendeur d'immeubles à construire, le vendeur d'immeubles à rénover, qui est en relation avec les entrepreneurs qui réalisent les travaux. Et donc, il apparaît cohérent que ces entrepreneurs transmettent ces informations, ces éléments aux vendeurs plutôt que directement aux acquéreurs de ces logements. Alors, une fois que ces éléments ont été transmis donc aux vendeurs d'immeubles à construire ou aux vendeurs d'immeubles à rénover, eh bien, ce dernier va lui-même avoir l'obligation de transmettre à son tour les éléments devant apparaître dans le carnet d'information à l'acquéreur, et on vous précise à quel moment on vous indique que cette transmission doit intervenir au moment de la livraison du logement ou au moment de la réception des travaux. Alors, on peut constater que certains des éléments qui sont dans ce carnet correspondent à des documents qui sont en réalité transmis dès la conclusion de la vente à l'acquéreur.
Par exemple, les plans du logement et du bâtiment dans lequel se trouve ce logement eh bien, sont transmis dès la conclusion de la vente à l'acquéreur. Ils figurent pour autant dans le carnet du logement, mais voilà, on va avoir des éléments qui vont être transmis en réalité à différents moments et pas seulement au moment de la livraison du logement. Alors bien sûr, ces éléments, il va revenir à l'acquéreur de les inclure ensuite dans le carnet d'information du logement qu'il va lui-même créer. Donc on peut constater que pour les rédacteurs des actes, eh bien, il va falloir préciser d'un côté quelles sont les obligations du vendeur, transmettre les éléments permettant de composer ce carnet d'information à l'acquéreur, en précisant que ce sera pour les éléments qui ne peuvent pas être transmis dès la conclusion de la vente, eh bien, cette transmission devra intervenir au plus tard au moment de la livraison du logement. Et il faudra également préciser à l'acquéreur qu'il va avoir l'obligation de créer ce carnet d'informations sur le logement et d'y inclure tous les éléments donc, prévus par la loi. Alors, justement, s'agissant du contenu du carnet, eh bien, le contenu du carnet, il est précisé par les articles L126-35-6 à L126-35-8 du Code de la construction et de l'habitation. Alors, l'article L126-35-6, il apporte des précisions sur les éléments devant être intégrés dans le carnet lorsqu'est en cause une construction. Ensuite, l'article L126-35-7, lui, apporte des précisions sur les éléments devant être dans le carnet d'information du logement lorsque ce sont des travaux de rénovation qui sont réalisés. Et enfin, l'article L126-35-8 apporte des précisions sur la composition du carnet, qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une construction. Je ne rentre pas plus dans le détail. Ensuite, s'agissant de la forme du carnet, alors le caractère exclusivement numérique du carnet est abandonné par le législateur. Le carnet d'information du logement pourra prendre une forme numérique, mais cela n'est pas obligatoire. Donc, je peux parfaitement avoir un carnet d'information qui sera sous format papier. Ensuite, s'agissant de la transmission du carnet, eh bien, l'article L126-35-10 du Code de la construction et de l'habitation précise que le carnet d'information du logement doit être transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement et en vous indiquant tel qu'il est, donc tel que le carnet est au moment de cette mutation. Donc, de précision, cette transmission donc, doit avoir lieu au plus tard à la date de signature de l'acte authentique, et il va falloir ajouter une mention dans l'acte authentique pour préciser que, bien, il y a bien eu transmission du carnet d'information du logement à l'acquéreur. Donc, une mention supplémentaire, et sachant qu'il n'est pas obligatoire d'annexer le carnet d'information au logement à l'acte. Alors, ce carnet d'information doit être transmis, donc transmis par le vendeur à l'acquéreur, et on vous précise tel qu'il est au moment de la mutation. Alors, par rapport à cette précision, on pouvait s'interroger sur ce que visait le législateur. Pourquoi préciser tel qu'il est au moment de la mutation? On ne vous dit pas à l'article L271-4, le dossier de diagnostic technique doit être transmis tel qu'il est au moment de la mutation. Alors, cette précision, on aurait pu considérer qu'elle concernait la forme du carnet d'information sur le logement, et donc tel qu'il est, c'est soit sous sa forme numérique, soit sous un format papier.
Et voilà, et donc on laisse le choix au vendeur de transmettre le carnet sous une forme ou sous une autre. En fait, ce n'est pas ce que vise le législateur avec cette précision, tel qu'il est au moment de la mutation. C'est l'objectif ici, c'est de ne pas bloquer la vente lorsqu'il apparaît au moment de celle-ci que le carnet d'information est incomplet. Donc, le fait que le carnet d'information du logement soit incomplet ne pourra pas retarder la conclusion de la vente. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif également, c'est toujours, lorsque l'on examine les travaux préparatoires, c'est de dispenser le notaire de vérifier le contenu d'information du logement. Donc, il n'aura pas à aller vérifier si sont respectés les articles L126-35-6 à L126-35-8 qui définissent le contenu du carnet d'information du logement. Donc, il suffira a priori au notaire d'indiquer dans l'acte que l'acquéreur reconnaît que le carnet d'information du logement lui a été transmis par le vendeur. Ensuite, au-delà de cette transmission, on peut s'interroger sur la portée de ce carnet. Alors, l'ancien article L111-10-5 du Code de la construction et de l'habitation précisait relativement au carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement, donc qui n'a jamais reçu application, puisque lors de la présentation du projet de décret d'application, le Conseil d'État avait considéré que ce carnet numérique posait un problème d'inconstitutionnalité au regard de l'absence d'intérêt général et puis de la portée des obligations pesant sur les propriétaires. Donc une atteinte au droit de propriété suivant le Conseil d'État. Donc, relativement à cet ancien article L111-10-5 du Code de la construction et de l'habitation, il était précisé que ce carnet numérique n'avait qu'une valeur informative et que les éléments contenus dans ce carnet n'avaient qu'une valeur informative. Alors, si on regarde les dispositions relatives au carnet d'information du logement, donc telles qu'elles sont dans le Code de la construction et de l'habitation, eh bien, il n'y a pas de précision apportée sur la valeur, la portée de ce carnet d'information du logement. Alors, pour ma part, il me semble que c'est plutôt une bonne chose qu'il n'y ait pas de précision sur la portée générale du carnet d'information du logement. Alors, pour une raison simple, c'est que ce carnet d'information du logement, comme le dossier de diagnostic technique, n'est qu'un contenant, n'est qu'un réceptacle de documents qui n'ont pas tous la même forme, la même force juridique, et par conséquent, il n'y avait pas de raison d'aller préciser spécifiquement quelle était la force du carnet d'information sur le logement. Pour connaître cette force, eh bien, il va falloir aller consulter chaque élément, et par exemple, les plans qui vont être dans le carnet d'information du logement, eh bien, ces plans ont une valeur contractuelle, engagent le vendeur. On pourra prendre, on peut prendre également l'exemple du diagnostic de performance énergétique qu'on va retrouver dans ce carnet d'information du logement. Là aussi, pour connaître la force de ce diagnostic, eh bien, il faudra aller voir l'article consacré spécifiquement au carnet d'information sur le logement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Monsieur Zaleski, merci beaucoup. Je pense que si vous pouviez diffuser, je m'en occuperai, une partie de votre support, les participants seraient ravis puisque c'était un exposé extrêmement technique avec énormément de détails et de nouveautés. On verra ça après si vous êtes d'accord. Oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Okay. Je cède la parole à Mathieu Poumaret. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Pour évoquer avec vous désormais les aspects spécifiques relatifs à la copropriété. Alors là aussi, bien évidemment, je tiens à votre disposition le support sur lequel nous allons travailler quelques instants, assez rapidement pour ne pas obérer trop votre matinée.
D'ores et déjà, nous avons évoqué indirectement le sort d'un certain nombre de copropriétaires, puisque effectivement de nombreuses dispositions de la loi climat et résilience concernent effectivement à des titres divers les copropriétaires, tels que le carnet d'information du logement, sur lequel je dirai quelques mots dans un instant, sur la question du gel des loyers, évidemment, qui va avoir forcément un impact à la fois juridique et économique sur un certain nombre de copropriétés, également à venir les interdictions de louer qui forcément auront elles aussi des impacts juridiques et économiques sur la copropriété. Donc, les copropriétaires à des titres divers, en tant que propriétaires, en tant que bailleurs, sont aussi concernés par cette disposition-là. Mais c'est vrai qu'également, la copropriété en tant que telle et les copropriétaires en cette qualité vont être confrontés, puisque pour l'essentiel des dispositions dont on va parler, elles seront en vigueur dans les prochaines années, vont être confrontés effectivement à des nouvelles règles. Alors, je vais essayer de vous les présenter le plus simplement possible, essayer de comprendre effectivement ce qu'a voulu faire le législateur. Pour l'essentiel, et si on laisse de côté pour l'instant, mais on pourra en parler à la fin si on a encore un petit peu de temps, la question de la recharge des véhicules électriques, mais qui finalement est plutôt bien balisée. Pour l'essentiel, le législateur s'attaque, on le sait bien, depuis plusieurs années désormais, à la rénovation des immeubles, et notamment des copropriétés et des environ 800 000 copropriétés, notamment en matière de logement. Deux axes forts sont retenus par le législateur dans la loi climat, deux axes forts qui viennent renforcer l'existant, donc ce ne sont pas des bouleversements. Ces deux axes forts, premier point, c'est dire que ce n'est que si le syndicat et les copropriétaires connaissent réellement l'état énergétique et environnemental du bâtiment, de la copropriété, qu'ils seront incités à rénover celle-ci de manière générale. Ce qui n'a rien d'évident, évidemment, du point de vue économique. Et d'une certaine manière, le législateur, dans la loi climat, ne s'intéresse pas directement à cette question-là, qui est traitée par ailleurs. Mais l'idée générale, c'est la connaissance. Ça, c'est le premier point. Comment améliorer la connaissance de l'état du bâti, état énergétique et environnemental? On va le voir dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est donner les outils de la rénovation, donner les outils opérationnels de la rénovation. On en parlera dans un second temps. Donc, deux temps rapidement pour vous présenter les choses. S'agissant tout d'abord de la connaissance du bâti. Donc, l'idée, c'est de dire il faut effectivement connaître ce bâti, mieux connaître ce bâti de manière collective, dans son ensemble, au-delà de chaque logement pris individuellement, pour pouvoir effectivement prendre conscience de la nécessité de réaliser ces travaux et des gains que ces travaux peuvent apporter. Pour cela, le législateur a entendu avec plus ou moins de succès, on va plutôt s'attarder sur les succès finalement que sur le reste, mais on pourra parler des échecs de cette réforme, mais a entendu d'une part améliorer la connaissance brute et d'autre part améliorer ou simplifier ou rationaliser la connaissance par chacun, notamment des copropriétaires de cet état. Alors, tout d'abord, améliorer la connaissance brute. Ça passe par le renouvellement des diagnostics énergétiques et environnementaux de la copropriété. En fait, le législateur vient toucher à deux éléments forts. Premier élément, c'est le diagnostic de performance énergétique. Et deuxième élément, c'est le contenu du diagnostic technique global. Tout d'abord, le DPE collectif, puisqu'il est ici question du DPE collectif. Alors, on sait qu'aujourd'hui, pour des raisons historiques qui tiennent au manque de fiabilité du DPE, cohabiter ou cohabitent toujours, puisque les textes sont toujours d'actualité, cohabitent toujours à la fois le DPE et, dans certains cas, un audit énergétique plus complet. On sait aussi que le DPE a profondément été modifié par des textes entrés en vigueur le 1er juillet 2021, qu'on nous a promis un DPE plus sincère, à la connotation environnementale plus marquée. On sait aussi les difficultés récentes qu'ont connues effectivement les diagnostics de performance énergétique, notamment sur des logements antérieurs à 75. Tout ça, manifestement, est en train d'être réglé. On peut comprendre effectivement les difficultés que ça implique, mais l'idée, c'est d'avoir un DPE plus fiable à titre individuel, mais aussi collectif. Et donc, l'idée générale de la loi climat, c'est de s'appuyer sur ce DPE et donc de mettre fin à la distinction entre les immeubles soumis à DPE et les immeubles soumis à audit énergétique. L'idée générale, donc,
en quelques mots, c'est de considérer que l'ensemble des bâtiments collectifs à usage d'habitation, dès lors que le permis de construire a été déposé, dit le texte, avant le 1er janvier 2013, sera soumis à un diagnostic de performance énergétique. Alors, permis de construire déposé, c'est certainement, effectivement, avant donc, le 1er janvier 2013, c'est certainement, effectivement, la demande de permis de construire dont il est question ici. Ça, c'est le premier point. Pourquoi le 1er janvier 2013 ? Parce que c'est la date de généralisation de la RT 2012, dont on sait effectivement qu'elle avait changé véritablement, changé de gap en matière de contrôle, en quelque sorte, on va dire, des aspects énergétiques. Donc, tous les immeubles dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2013 seront soumis à un DPE. Exit donc, en revanche, dans le futur, l'audit énergétique. Donc, une forme de simplification basée sur un DPE revu et plus sincère. Alors évidemment, on n'y est pas encore tout à fait puisque l'entrée en vigueur va être échelonnée dans le temps à compter en fait du 1er janvier 2024 en fonction du nombre de lots des copropriétés. Bien sûr, c'est avant le 1er janvier 2024, par exemple, il aura dû être réalisé pour les copropriétés de plus de 200 lots, etc., etc. Au surplus, ce DPE sera renouvelé ou mis à jour éventuellement tous les 10 ans, afin effectivement de conserver une connaissance actualisée, du moins est-ce le principe. Certains immeubles pourront y échapper, notamment lorsqu'ils sont classés en A, B ou C, extrêmement, très ou assez performants. Donc ça, c'est le premier point, généralisation du DPE. Deuxième point, toujours dans le but de mieux connaître l'état du bâti, c'est le contenu redéfini du DTG. Alors, le champ d'application et les modalités d'exécution du DTG ne changent pas. L'objectif, c'est toujours d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation technique générale de l'immeuble. C'est l'article L731-1 qui ne change pas de ce point de vue-là. En revanche, la loi climat et résilience apporte des retouches sur le contenu du DTG, notamment afin de prendre en compte, on en parlera tout à l'heure, l'introduction du plan pluriannuel de travaux, nouvelle mouture. Et donc, effectivement, le DTG va devoir comprendre un état technique de l'immeuble ainsi qu'une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation, à la préservation de la santé et la sécurité et à la réalisation d'économies d'énergie. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de textes qui sont mis en concordance avec le plan pluriannuel de travaux. Donc, l'idée générale, premier point, c'est améliorer la connaissance du bâti au travers de ces deux instruments. Deuxième point, toujours sur la connaissance, c'est mieux diffuser la connaissance de l'état énergétique et environnemental de la copropriété. Alors, ici, bien sûr, l'objectif, c'est de donner cette connaissance aux copropriétaires, mais aussi aux tiers. On sait d'ores et déjà que des collectivités, que un certain nombre d'institutions, des agences publiques se font transmettre un certain nombre de documents, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais l'idée, effectivement, c'est de mettre en place un pluralisme informationnel, en quelque sorte, qui va s'appuyer sur deux piliers essentiels. Ces deux piliers essentiels, à l'avenir, bien sûr, ce sera, ou c'est, d'ores et déjà pour certains, le carnet d'entretien de l'immeuble, qui va concerner l'immeuble dans son ensemble, et le carnet d'information du logement, dont a parlé Vivien il y a quelques instants. Alors, non sans risque de contradiction entre les documents, me semble-t-il, toujours est-il que ces carnets, immeubles, logements, vont contenir effectivement des données relatives à l'état énergétique et environnemental et vont être portées à la connaissance d'un certain nombre de personnes, au premier chef, les copropriétaires. Alors, quelques mots sur le carnet d'entretien de l'immeuble. Lui, contrairement au carnet d'information du logement, il est tenu et mis à jour par le syndic de copropriété et va donc contenir notamment des informations essentielles relatives à la rénovation de l'immeuble en copropriété. Alors, les modifications viennent notamment toucher la loi du 10 juillet 1965, puisque l'article 14.2.1 de cette loi indique que le carnet d'entretien de l'immeuble va devoir intégrer les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux, dont on va parler dans un instant, ainsi que leur échéancier, et le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global. Alors, juste une petite remarque ici, pour dire que on aurait pu souhaiter, et cela a été souhaité d'ailleurs, on aurait pu souhaiter que, dans un souci de simplification et d'économie des coûts, mais aussi sans doute afin d'éviter des discordances entre le DTG et le plan pluriannuel de travaux,
que le législateur cherche à davantage harmoniser ces deux documents techniques que vont être le DTG et le PPT, le plan pluriannuel de travaux. Ça aurait été sans doute plus simple de conférer au DTG un rôle prévisionnel et ensuite au plan pluriannuel de travaux d'être un outil opérationnel. L'idée, c'était que le DTG, outil prévisionnel, puisse permettre d'établir le plan pluriannuel de travaux. On va voir, hélas, que ce n'est pas tout à fait ce qui a été choisi, au risque effectivement d'une certaine confusion. Toujours est-il que dans le carnet d'entretien de l'immeuble, il va y avoir donc ces informations-là d'origine diverse, DTG, PPT, avec potentiellement des contradictions concernant effectivement les travaux à réaliser, l'échéancier, voire le coût prévisionnel de ces travaux. Et puis à côté du carnet d'entretien de l'immeuble, deuxième élément d'information, c'est le carnet d'information du logement. On vient d'en parler, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Lui, il est tenu à jour par le copropriétaire avec toutes les difficultés que cela peut potentiellement conduire. Ça, ce sont les deux piliers de l'information. On essaie d'introduire la plupart des informations nécessaires à la rénovation de l'immeuble, pas que celle-ci, bien sûr, mais notamment à la rénovation de l'immeuble, dans ces deux documents-là. L'un concerne l'immeuble et géré par le syndic, l'autre concerne le logement et géré par chaque copropriétaire. Alors, bien sûr, ces documents et d'autres vont être transmis aux acquéreurs et donc, lors de l'acquisition, effectivement, on va retrouver ces logements. Alors là aussi, on peut regretter un effet de strate qui va conduire in fine, à multiplier l'information et qui sera sans doute redondante ici, puisque lorsqu'on aura affaire à un acquéreur d'un lot à usage d'habitation, va s'appliquer effectivement l'information relative à la vente d'immeubles, L271-4, et donc le dossier de diagnostic technique qui comporte le DPE individuel, mais aussi effectivement, deuxième strate, l'acquéreur d'un lot et donc effectivement toutes dont le DTG, tous les documents liés effectivement à l'acquisition du lot. Et enfin, en tant qu'acquéreur de logement, le troisième strate, effectivement, on va rajouter à cela le carnet d'information du logement qui lui-même contiendra d'ailleurs le DPE, donc l'acquéreur aura 2 fois le DPE. Donc on multiplie effectivement ces instruments d'information. On sait bien effectivement qu'il y a un risque que trop d'informations tue l'information, entre DPE individuel, DPE collectif, DTG, carnet d'entretien du logement, carnet d'information du logement, plan pluriannuel de travaux. Il va falloir sans doute revoir cette question-là et peut-être mettre un peu plus d'organisation dans l'information. Donc, vous l'aurez compris, une volonté de mieux connaître l'état du bâti par une rénovation du DPE et du DTG, une volonté de mieux transférer ces informations par le carnet d'information du logement et le carnet d'entretien de l'immeuble, mais sans doute avec des coordinations à mieux mettre en place que ce ne l'est aujourd'hui. Et puis, deuxième point, c'est la question effectivement des outils juridiques. Une fois qu'on connaît le bâti, qu'on connaît son état, il faut procéder à sa rénovation. Alors, si on laisse de côté un instant, mais en fait, on va y revenir vite, les aspects économiques, eh bien, l'idée, c'est que la loi climat va essayer de donner les outils juridiques de la rénovation. Et là, ça passe par deux éléments tout à fait complémentaires. C'est l'avènement du nouveau plan pluriannuel de travaux, dont on sait qu'il a eu du mal à rentrer en vigueur, adossé à un nouveau, on va dire, fonds de travaux mieux corrélé au plan pluriannuel de travaux. Alors, quelques mots sur l'un et sur l'autre, dans le court temps qu'il reste. Tout d'abord, sur le plan pluriannuel de travaux. Alors, je ne reviendrai pas sur son historique de ce plan pluriannuel de travaux. Il arrive, ça y est, effectivement. L'idée générale, c'est qu'il va concerner tous les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation de plus de 15 ans à la date de la réception soumis à la loi du 10 juillet 65. Donc, tout immeuble, dès lors qu'il est à destination totale ou partielle d'habitation, tout immeuble de plus de 15 ans et tout immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965. Sauf si le DTG fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des 10 années qui suivent son élaboration, eh bien, il va falloir donc élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux. Alors, bien sûr, c'est le syndic qui va être à la manœuvre ici, puisque c'est lui qui va inscrire à l'ordre du jour, non seulement dans un premier temps et sans rentrer dans les détails, mais vous l'aurez dans le document si vous en avez besoin, qui va inscrire à l'ordre du jour non seulement effectivement les modalités d'élaboration du projet de plan, qui va contenir
à nouveau, et sans doute de manière redondante, je le dis à nouveau, avec le DTG, la liste des travaux nécessaires à la réalisation d'économies d'énergie, une estimation du niveau de performance qui sera atteint par ces travaux, une estimation sommaire du coût des travaux, etc., etc. Et donc, tout cela sera soumis au vote, présenté donc à la première Assemblée générale qui suit de manière classique son élaboration. Et effectivement, le syndic va ensuite inscrire à l'ordre du jour de cette Assemblée générale la question de l'adoption de toute ou partie du projet, du plan annuel de travaux. Et ensuite, les travaux vont dérouler au fur et à mesure. Alors, ce plan pluriannuel de travaux, il est sous surveillance, il sera sous surveillance, notamment effectivement de l'autorité administrative, qui vérifiera non seulement son existence, mais son contenu. Plan pluriannuel de travaux, pour terminer, qui va être donc adossé à, puisque c'est d'une certaine manière le nerf de la guerre, à un fonds de travaux qui va être mieux corrélé. L'idée générale, effectivement, c'est que le fonds, effectivement, va être rénové. Alors, il y a des modifications techniques, effectivement, mais surtout, l'objectif, c'est de réorienter le fonds de travaux afin de mieux le corréler au plan pluriannuel de travaux, tant du point de vue des dépenses visées que des finances affectées. L'idée générale, effectivement, c'est que ce fonds de travaux donc, va devoir être constitué à l'issue d'une période de 10 ans qui suit la date de réception des travaux. Donc, le plan, c'est 15 ans, ici, ce sera 10 ans, et non plus donc 5 ans comme actuellement. Et l'objectif, ça va être de faire face, effectivement, à des dépenses plus précisément identifiées qu'à l'heure actuelle et recentrées sur des travaux relatifs à la sécurité, c'est le minimum, mais aussi à la réduction de la consommation d'énergie, d'où effectivement un recentrage par rapport au plan pluriannuel de travaux. Alors, les modalités de calcul du montant minimal, notamment des cotisations, au-delà sont amendées, précisément afin d'établir un lien direct. Et par exemple, en cas d'adoption d'un PPT, le montant de la cotisation annuelle ne pourra plus être inférieur à 2,5% du montant des travaux prévus dans le plan adopté, dans le plan pluriannuel de travaux adopté, et à 5% du budget prévisionnel. Donc, l'idée générale, c'est de mobiliser les fonds de la copropriété, les fonds du fonds de travaux, vers à la fois effectivement le minimum, sécurité, salubrité, mais aussi vers la réduction de la consommation d'énergie. Donc on voit, et pour conclure, on voit vraiment les deux aspects qu'a voulu mettre en valeur le législateur, qui existaient déjà, mais qui sont encore travaillés. D'un côté, la connaissance du bâti, essentielle, avec la transmission de cette connaissance-là aux copropriétaires, aux tiers, aux acquéreurs, et de l'autre côté, effectivement, les éléments nécessaires pour les instruments juridiques nécessaires pour, on va dire, à titre prévisionnel, pour prévoir ces travaux sur des durées longues, une dizaine d'années environ, afin d'arriver enfin, peut-être un jour, à ce chantier de la rénovation. Je vous remercie. Monsieur Poumaret, j'ai l'impression que le législateur n'habite pas en copropriété parce que pour voter toutes ces dépenses et pour participer à toutes ces dépenses, voilà, il faut avoir un tout petit peu vécu en copro. Juste une question qui vous est posée et je n'ai pas vu la réponse dans votre exposé, c'est est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de DPE pour les immeubles dont le permis aura été déposé après 2013? La question, c'est est-ce qu'on reste sur quelque chose c'est une bonne question. Je ne me suis pas posé la question, en fait. Bah, voilà, donc Dans l'état actuel des textes, effectivement, la transformation vise à généraliser le DPE, mais uniquement pour les bâtiments effectivement antérieurs au 1er janvier 2013. Je vais regarder ça aussi. Et puis, je réponds dans le chat. merci beaucoup. Bonne question. Merci. Monsieur Perry-Desmarquet, je vous passe la parole. Merci. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous traiter juste un seul article et vous avez vu combien il est compliqué dans cette loi qui n'est pas simple de traiter un certain nombre de difficultés techniques. Là, je dirais que mon propos sera un peu plus simple pour terminer de manière plus douce. Un seul article sur cette servitude de surplomb.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une servitude de surplomb? Eh bien, en réalité, la Cour de cassation nous l'avait dit en 2008 à propos d'un immeuble qui était donc en limite séparative et dont la corniche dépassait sur le fond voisin. Et la question qui s'était posée, c'était de savoir si cette corniche devait être démolie ou pas. Et la Cour de cassation avait accepté que, compte tenu du fait que c'était un tout architectural, eh bien, cette servitude de surplomb pouvait être acquise par prescription. Et on avait ici une sorte de servitude un peu particulière, c'est qu'en réalité, cette servitude de surplomb, c'est tout simplement plutôt une espèce d'acquisition d'un volume immobilier, parce que la Cour de cassation a toujours considéré, et elle l'a dit d'ailleurs après l'arrêt de 12 mars 2008, que... Monsieur Perrine-Marquet, excusez-moi, oui, j'interviens. Il semblerait qu'on ne vous entende pas très bien, bon, donc peut-être qu'il faudrait que vous vous rapprochiez. Excusez-moi. Je vais me rapprocher, donc... Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais que la Cour de cassation donc, avait considéré que cette servitude de surplomb devait être reconnue et qu'elle pouvait être acquise par prescription, sauf que dans des arrêts postérieurs, et antérieurs d'ailleurs, elle avait dit qu'une servitude ne pouvait jamais transférer la propriété en elle-même, que c'était un droit réel, mais que ce n'était pas un transfert de propriété. C'est d'ailleurs la différence entre un droit de propriété et puis un droit réel, ordinaire, si on peut dire. Or, ici, on a bien une servitude qui transfère la propriété, puisque cette corniche dans l'immeuble qui débordait sur le fond voisin, évidemment, elle va rester jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que l'immeuble soit démoli. Donc, on avait une forme particulière de servitude qui transfère la propriété, ou du moins l'essentiel des utilités de cette propriété. On a revu d'ailleurs utiliser, alors ce n'était pas des servitudes de surplomb, mais plutôt des servitudes de tréfonds pour notamment la réalisation du métro du Grand Paris, où plutôt que d'exproprier, on a fait des servitudes de surplomb en disant bien que le bénéficiaire de la servitude avait parfaitement le droit d'utiliser l'intérieur du tunnel comme il voulait, etc. Ce qui restait donc qui laissait peu de choses aux propriétaires du tréfonds, enfin du sol. La question qui s'est posée à partir de là, à partir du moment où on a voulu développer donc la performance énergétique des bâtiments, et vous avez vu les obligations extrêmement fortes qui ont été posées par la loi, mais qui ne sont pas complètement nouvelles, c'était, mais alors comment est-ce qu'on fait pour faire cette isolation techniquement? Si on peut la faire intérieurement, tant mieux, mais si on doit faire une isolation de 30 cm à l'intérieur de chaque bâtiment, ce n'est pas toujours pratique. Dans des immeubles haussmanniens avec des moulures, c'est quand même assez onéreux. Ça va réduire la surface. Et donc, le plus simple, c'est peut-être de le faire à l'extérieur. Mais si on le fait à l'extérieur, est-ce qu'on ne va pas se heurter à des contraintes? Alors, bon, il y a des contraintes d'urbanisme dont on ne parlera pas ici, et puis il y a des contraintes de pur droit privé. Et ces contraintes de droit privé, c'est que dans un certain nombre de cas, cette isolation, elle va être sur le fond voisin parce que l'immeuble, il est en limite séparative, tout simplement. Le législateur a été conscient de cela et en 2018, il y avait eu un amendement à la loi Elan, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout, qui était de créer un article 685.2 du Code civil. Et déjà, on disait le propriétaire d'un mur mitoyen qui procède à l'isolation thermique de son bâtiment bénéficie d'un droit de surplomb de la propriété voisine. Mais ce texte, qui était assez mal rédigé, qui prévoyait une médiation, finalement, n'a donc pas été jusqu'au bout. En plus, le mettre dans le Code civil, c'est jamais très simple, parce qu'à ce moment-là, on a affaire au ministère de la Justice, qui est quand même un gardien sourcilieux du droit des biens, et c'est tant mieux. Alors, il n'y avait rien, et dans une réponse ministérielle de 2019, faite à Madame Firmin Lebaudot, eh bien, le législateur disait, le gouvernement disait plutôt,
si le propriétaire d'une parcelle voisine refuse que l'isolation soit sur son sol, la seule solution que vous avez, c'est de la faire à l'intérieur. Voilà. Donc, retour à la case départ. Et ce n'était pas, bien sûr, très satisfaisant. Donc, le législateur, conscient des contraintes techniques, je vous répète, qui étaient nécessaires, a fait voter un texte qui, cette fois, est dans le Code de la construction. Donc, on n'est plus sous le regard du ministère de la Justice, mais sur celui du logement. Ce texte reprend en partie l'idée de l'ancien article 685.2, mais avec un certain nombre de modifications. Alors, vous l'avez donc, ce texte sous les yeux. Il sera d'un emploi qui ne va pas être si simple que cela, même si ça a été voulu pour faciliter l'isolation, mais il faut bien voir qu'ici, on a des contraintes quand même constitutionnelles qui peuvent être prises en compte. Alors, qu'est-ce que dit le texte? Eh bien, pour qu'on ait un droit de surplomb sur le fonds voisin, il y a plusieurs conditions. Première condition, c'est qu'il ne faut pas dépasser de plus de 35 cm. Dans l'ancien article, un article qui n'a pas été jusqu'au bout, 685.2, c'était 50 cm, donc là on a réduit 35. Bon, je pense que les techniciens ont considéré que ça pouvait être une isolation suffisante. Deuxième condition, il faut qu'aucune autre solution technique ne permette d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent. Donc, il va falloir démontrer que finalement, aucune isolation interne n'est possible avec une efficacité identique, ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessif. Autrement dit, il va y avoir une preuve qui va être quand même relativement délicate à faire, notamment sur cette question de la solution au coût ou la complexité excessive. Si ces conditions sont réunies, donc si je ne peux pas faire autrement, et ce je ne peux pas faire autrement sauf un coût excessif, je vais pouvoir donc avoir ce droit de surplomb. Et vous noterez que le texte ne dit pas peut bénéficier dans la deuxième ligne, mais le propriétaire bénéficie d'un droit de surplomb. Donc c'est vraiment une servitude légale qui est posée. C'est un droit que l'on a si on remplit les conditions, mais bien évidemment avec une autre condition qui est indispensable puisqu'on va toucher à la propriété et que même si c'est une servitude, même si ça se présente comme une servitude, c'est en fait une cession d'un morceau de propriété qui va être un volume, il va falloir une indemnité. Alors, il y a une autre condition dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi intéressante, c'est que l'ouvrage d'isolation ne peut être réalisé qu'à 2 mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol. Donc, on ne veut pas que le rez-de-chaussée lui-même soit touché. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas isoler le rez-de-chaussée jusqu'à 2 mètres? Et est-ce que si on n'isole pas le rez-de-chaussée jusqu'à 2 mètres, on sera dans les clous des nouvelles règles? Est-ce qu'on atteindra le A, le B ou le C? Ça, c'est une autre question. Cette indemnité, elle sera évidemment discutée, on va le voir, ou fixée par le juge. Le texte crée une servitude. Une servitude, c'est un droit réel. Ce droit réel doit évidemment être publié pour être opposable au tiers. Donc, il va falloir un acte authentique. Si on regarde ces premières conditions sur la servitude elle-même, qu'est-ce qu'on peut en penser? Je crois que le législateur a fait ce qu'il pouvait, mais il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. Par exemple, on parle de fonds voisins. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds voisin? Est-ce que, par exemple, un fonds individu va être vraiment considéré comme un fonds voisin? Est-ce que si le fonds voisin est un fonds du domaine public, cela est susceptible de s'appliquer? On peut en douter dans la mesure où, par exemple, à Paris, il y a un règlement de voirie qui autorise justement des dépassements, d'ailleurs supérieurs, mais c'est des dépassements pour des balcons, des voirières. Est-ce qu'on pourrait l'avoir pour de l'isolation? C'est une question qu'il
faudra se poser. Et puis, l'inconvénient du texte, c'est que il, à mon avis, est difficilement applicable en matière de servitude de cour commune, parce que tel qu'il se présente, c'est un droit de surplomb. C'est un droit de surplomb sur le fonds voisin. Si on a une servitude de cour commune, et Dieu sait si à Paris, ces servitudes ont été en vogue pour des raisons d'urbanisme dans les années 1890, 1920, 30, donc lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, on exigeait qu'il y ait une partie cour commune au sens cour d'aération, avec souvent, et ça s'est continué d'ailleurs dans certains programmes immobiliers dans les années 80, avec une dimension précise de la cour pour générer l'aération. Si j'ai par exemple une cour commune qui doit faire 40 mètres sur 20, est-ce que je peux tolérer que l'isolation extérieure me mange 35-40 cm sur chaque frange, ce qui fait qu'elle fera plus 20 mètres, mais elle fera plus que 9 mètres 30 ou 19 mètres 40. Alors on peut discuter pour savoir ici si le respect de la servitude est vraiment une obligation de résultat absolu, certaines jurisprudences ne le pensent pas, mais vous voyez qu'ici, la servitude de surplomb n'aura aucun effet parce que ce n'est pas du tout dans le même registre que les choses se présentent. Donc voilà pour la servitude. Vous voyez que le texte continue dans le grand 2 en créant un droit d'accès temporaire à l'immeuble. Alors on pourrait appeler ça une espèce de servitude entre guillemets de cour commune, de cour commune, de tour d'échelle, sauf que cette servitude de tour d'échelle en droit français n'existe pas précisément, et que ici, ce que l'on dit avec évidemment beaucoup de sens pratique, c'est que c'est bien gentil d'avoir la possibilité de mettre de l'isolation sur le fond voisin, mais si on ne peut pas passer pour le fond voisin pour l'installer, ça ne sert à rien. Donc, on a un droit de surplomb qui apporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble et qui met en place les installations provisoires, avec une indemnité qui ne va pas être la même que l'indemnité de surplomb. Là, c'est une indemnité de privation de jouissance qui est prévue. Alors, très bien, comment les choses vont être mises en place? Vous voyez, le grand 3 prévoit la procédure avec un petit peu d'ambiguïté. Avant tout commencement des travaux, heureusement, le propriétaire du bâtiment isolé notifie son intention de réaliser un ouvrage d'isolation sur son fond et de bénéficier du droit mentionné au grand 2, c'est-à-dire de cette espèce de tour d'échelle. Donc, une notification qui évidemment devra être faite par recommandé pour avoir la date. Dans un délai de 6 mois, le propriétaire peut s'opposer à l'exercice du droit pour un motif sérieux et légitime, tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété, ou aux méconnaissances des conditions du grand 1. Il peut aussi s'opposer au droit d'accès à son fonds, mais seulement, alors la formule est d'ailleurs, il ne peut s'opposer que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en serait affectée de manière durable ou excessive. Ce sera a priori quand même assez rare, en tous les cas, sur le caractère durable, parce que si on installe l'isolation, l'installation ne devrait quand même pas durer trop longtemps. Et dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable. Alors, c'est assez curieux comme formulation parce que quand on lit ça, on a l'impression qu'il y aurait une possibilité d'autorisation tacite. Puisqu'on nous dit, dans un délai de 6 mois où le voisin demande à bénéficier du droit de surplomb et puis de la tour d'échelle, et l'autre a donc 6 mois pour s'y opposer. Donc, une fois que celui qui a demandé à bénéficier du droit a envoyé sa lettre recommandée, l'autre a 6 mois pour s'y opposer. Qu'est-ce qui se passe s'il ne fait rien pendant le délai de 6 mois? A priori, il ne peut plus s'y opposer. Sauf que, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'il n'aura pas droit à une indemnité? Peut-être, puisqu'on nous dit, dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité. Mais on n'imagine pas qu'il ne puisse pas y avoir de négociation entre les parties.
Et en plus, cette idée d'une autorisation tacite de servitude de surplomb, elle ne résiste pas à l'examen parce qu'on nous dit par ailleurs que cette servitude doit être publiée. C'est quand même assez difficile de publier un acte tacite, donc il faudra bien qu'il y ait un moment ou un autre un acte juridique qui sera un accord des parties ou une décision du juge. Donc on voit que c'est quand même pas très simple. Alors bien sûr, si le propriétaire et le voisin a une bonne composition, bah, ils vont se mettre d'accord sur l'indemnisation, ils vont se mettre d'accord sur l'indemnisation des travaux, enfin, de la privation de jouissance due aux travaux, et puis tout ira bien. Si en revanche ils ne sont pas d'accord, bah, forcément, on va se retrouver devant le juge, et là, il y aura des discussions qui vont être relativement difficiles, et notamment le motif sérieux et légitime de refus et, qui est lié finalement au respect des conditions de la servitude. Intéressant également de voir les cas d'extinction du droit. Il y en a deux. Premier cas, c'est l'hypothèse où le bâtiment qui fait l'objet de l'isolation est détruit. Il s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation, ce qui veut dire que ce n'est pas un droit qui est lié au terrain, mais c'est un droit qui est lié à l'ouvrage. Ce qui fait que si l'ouvrage disparaît, le droit disparaît. Et si on refait un ouvrage, et si on voulait refaire une isolation, sur le fonds voisin, il faudrait payer à nouveau. Donc, ce n'est pas tout à fait un droit de propriété perpétuel qui est transféré ici. Et puis, deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où le propriétaire du fonds surplombé, donc celui chez qui est l'isolation, se décide finalement à construire lui-même en limite séparative ou en mitoyenneté. C'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de problème d'isolation puisque les deux bâtiments vont être jointifs, donc ils se tiendront chaud l'un l'autre, si on peut dire, au froid. Et la loi nous dit, eh bien, lorsque le propriétaire du fonds a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits citoyens et que la mise en œuvre nécessaire nécessite la déposition d'ouvrage, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé, l'indemnité demeure acquise. Donc, dans cette hypothèse-là, eh bien, l'indemnité aura été payée à fonds perdu. C'est évidemment pas de la faute de celui qui l'a payé si son voisin décide de construire en limite séparative, mais il n'aura pas de remboursement de son indemnité les immeubles jointifs. Donc, on voit bien que le législateur a fait, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il pouvait par rapport aux contraintes constitutionnelles en la matière. Il y a une ouverture pour faire une isolation un peu plus facile, mais on voit bien que c'est loin d'être évident. Et pour conclure cette matinée passionnante, je dirais que d'abord, je remercierai tous les intervenants, bien sûr, les trois collègues qui ont eu la gentillesse de bien vouloir étudier des notions vraiment difficiles. Je remercierai M. Aguildi qui nous a permis d'avoir un système informatique qui marche très bien. Merci beaucoup à tous. Et je dirais que moi, ce qui me frappe dans cette loi, c'est qu'elle est assez révélatrice d'une certaine, je dirais presque dérive liée à la difficulté de gouverner aujourd'hui. Vous avez vu que le tribunal administratif de Paris saisit dans ce qu'on appelle l'affaire du siècle. La rapporteuse publique a demandé la condamnation de l'État parce qu'il n'en faisait pas assez en matière d'environnement. Si son avis est suivi, ce qui est quand même assez probable, l'État va donc se retrouver contraint de faire plus qu'il n'a fait. Alors, dans ce qu'il a fait, il y a cette loi climat et résilience. Or, cette loi climat et résilience, elle est quand même affreusement compliquée à mettre en œuvre
Et puis surtout, je trouve ce qu'on ne dit peut-être pas suffisamment côté des pouvoirs publics, c'est qu'elle a des impacts économiques considérables. Les bâtiments qui sont ces bâtiments de classe, disons, DEFG, ça représente en logement plus de 20 millions de logements. Si on veut les mettre aux normes actuelles, ça signifierait qu'il faudrait dépenser en moyenne 30 000 € par logement. Vous voyez qu'on arrive à une somme considérable, c'est plus de 600 milliards d'euros. Où est-ce qu'on va les trouver si c'était dans la poche des propriétaires? Alors bien sûr, il y a la prime rénov', mais la prime rénov', c'est 2 milliards par an, et la Cour des comptes, dans un rapport, a dit que ce mécanisme marchait bien, mais que, évidemment, il ne pouvait pas absorber un tel coût. Donc, on est face à de sérieuses difficultés, qui sont des difficultés, je crois, économiques, de mise en œuvre de ces travaux, de ces bouquets de travaux, comme il a été dit, qui vont devenir de plus en plus obligatoires et qui vont nécessiter que les propriétaires les payent. Et je ne sais pas vraiment si ils auront tous les moyens de le faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près un tiers des propriétaires de passoires énergétiques qui sont dans les 2 derniers déciles des Français les moins riches. Donc on voit bien ici cette grande difficulté, mais je dirais le législateur n'a pas trop de choix. S'il arrive à ce que tous les bâtiments soient isolés, ce sera formidable, mais il faut quand même bien voir que ça représente à peu près 27% de la production de gaz à effet de serre, que la France, c'est 0,9% mondial. Donc, vous voyez que ça ferait à peu près 0,25% d'amélioration de la production de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, même si on dépense plus de 600 milliards d'euros, ça signifie qu'on pourra très bien avoir des événements climatiques qui resteront les mêmes si les autres, les plus gros pollueurs, les plus gros producteurs de CO2, vous connaissez tous, quels sont les pays en cause, eux ne font rien. Et donc, on voit que derrière ces aspects juridiques, il y a des aspects économiques et géopolitiques considérables. Donc, merci à tous les participants d'être restés. Et puis, j'annonce que le prochain événement de l'Association française de droit de la construction, ce sera la journée du 1er décembre, avec le matin un hommage à Philippe Malabou qui a présidé cette association comme l'association Capitan, et puis l'après-midi, une après-midi qui va être consacrée au changement d'usage et au changement de destination, avec plusieurs exposés et une table ronde. Vous aurez bien sûr le programme assez rapidement. Écoutez, merci à tous et très bonne journée.